Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la 1h de ce 20h. Le Conseil régional du Sud Comoé vient de tenir sa 4e et dernière session de l'année 2021. Plusieurs actions de développement sont en vue au profit des populations. Plus de 500 millions de francs CFA seront décaissés pour le financement de projets des jeunes du Sud Comoé. La signature électronique intégrée à la DECO, la direction des examens et concours a reçu une délégation du secrétariat chargée de la modernisation de l'administration venue s'enquérir du projet e-démarche administrative. La signature électronique intégrée à la DECO devrait entre autres réduire les délais de traitement des dossiers. La Fédération pour la paix universelle choisit San Pedro pour son 6e sommet régional de la paix. Paix, interdépendance et développement étaient au menu. La fédération se prépare ainsi à organiser en 2022 sur le sol ivoirien le sommet international de la paix. L'Afrique du Sud est en deuil. La nation arc-en-ciel vient de perdre une icône de la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu a tiré sa révérence ce dimanche 26 décembre. Il était âgé de 90 ans. Soyez bienvenue sur RTI1. L'année 2021 tire bientôt sa révérence. L'heure est au bilan, à la réflexion pour de nouveaux projets en 2022. Le Conseil régional du Sud Comoé sacrifie à la tradition. Il a tenu sa 4e et dernière session de l'année. Plusieurs actions de développement sont en vue. Le Conseil va décaisser plus de 500 millions de francs CFA pour financer les projets des jeunes du Sud Comoé. Konaté Moussa. Tiapoum, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Sud Comoé située à 51 km d'Aboissou. De la voie d'accès à l'intérieur de la ville, une fière allure qui réjouit le conseil régional. À la 4e et dernière réunion pour l'exercice 2021 tenue dans la localité, le président Eugène Aka-Aweli traduit la reconnaissance des populations au chef de l'État. Nous devons rendre hommage au président de la République qui a permis à Tiapoum d'être aujourd'hui ouvert au reste de la Côte d'Ivoire. Regardez comme c'est agréable aujourd'hui de venir à Tiapoum. Nous devons communiquer sur les bonnes réalisations du gouvernement et contribuer donc à notre niveau par rapport aux moyens mis à notre disposition à amplifier ce que le gouvernement fait dans cette région. Dans ses actions de développement, le Conseil régional du Sud Comoé met l'accent sur l'autonomisation des femmes et l'insertion des jeunes. Plus de 513 millions de francs CFA sont destinés au financement de projets. Je suis dans le domaine de poisson et du poulet braisé, c'est ce que je fais. J'ai déposé mes dossiers pour pouvoir avoir une aide, un financement pour pouvoir agrandir ce que je fais. Et j'ai reçu ce financement-là. Il y a eu 300 000. J'ai suivi une formation à l'INEPA de Benjavi, dont je suis sorti technicien en élevage. Donc j'ai mis en place un projet qui concerne l'encadrement des éleveurs et puis la vente des produits. Donc j'ai reçu aussi une somme de 300 000 francs. Nous ne faisons que nous inscrire fondamentalement dans la vision du président de la République qui veut une Côte d'Ivoire solidaire en présentant comme priorité des projets en faveur des jeunes et en faveur des femmes. Pour l'année 2022, le budget primitif du Conseil régional du Sud Comoé en recettes et en dépenses s'élève à 3 936 194 000 francs CFA. Le budget de fonctionnement du Conseil est fixé à 1 62 757 000 francs CFA. Le Comité national de télédétection et d'information géographique apporte aussi sa contribution au développement des collectivités. Une rencontre vient justement d'être organisée avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le CNTIG veut impulser le développement local par les moyens des nouvelles technologies, de la géo-information. De nouveaux outils sont donc mis à la disposition des élus locaux. Grâce Kando. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, présente aux élus locaux et aux ministres-gouverneurs les opportunités dont ils peuvent se saisir pour mieux gérer leur localité. L'outil phare, c'est le e-commune qui permet de faire la mobilisation des ressources propres des communes, qui permet à ces communes-là d'avoir de l'argent propre à eux pour aider les citoyens. L'autre outil, c'est le PSD, qui est le plan stratégique de développement, qui est une boussole, une orientation qui permet aux communes de faire leur projection
et sur cette ligne-là pour le développement dans les 5 à 10 années à venir. Nous avons aussi l'état civil que nous mettons en place pour les communes aussi. 25 communes sur les 201 utilisent déjà ces outils de développement. Et une trentaine réclament la mise à jour de leur base de données. Le CNTG vient nous évaluer les ressources mobilisables dans nos communes, nous aider à faire des recouvrements et puis surtout nous accompagner sur la connaissance même de notre administration au niveau des collectivités locales. Quand vous parcourez toutes les communes de Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes de cartographie. Un contribuable qui n'est pas identifié, comment nous pouvons faire le recouvrement? Si nos communes ne sont pas développées, si nos communes n'ont pas de ressources, nous ne pouvons pas mener à bien les grands chantiers structurants du chef de l'État. Donc pour cela, nous avons besoin de ces outils-là pour développer nos communes. L'utilisation de ces innovations contribue à booster substantiellement l'économie locale des collectivités. C'est pourquoi, pour l'année 2022, le directeur général du CNTG compte mettre gratuitement à la disposition des collectivités ces différents outils de bonne gouvernance. Et la digitalisation des territoires en marche, le défi est aussi relevé à la DECO. La signature électronique est intégrée à la direction des examens et concours. Une délégation du secrétariat chargée de la modernisation de l'administration est ainsi rendue pour s'enquérir du projet e-démarche administrative. La signature électronique intégrée à la DECO devrait, entre autres, réduire les délais de traitement. Pas besoin d'aller-retour pour signer des documents en format papier. Marie-Loïs Godefroy Kambawa. Fini avec les longues files d'attente dans les administrations. Le projet de dématérialisation des procédures administratives IDEA, qui était à sa phase 1, a vu la dématérialisation de 9 procédures administratives au niveau de la direction des examens et concours. Au regard des avancées, e-démarche entre dans sa phase 2. Il s'agit de l'intégration de la signature électronique des requérants. Les activités de dématérialisation des demandes et de signature électronique du projet e-démarche administrative viennent donc à point nommé prendre place en amont et en aval dans notre processus métier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme e-Gouv et vise la modernisation des procédures administratives. Le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration a été créé avec pour mission centrale de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de modernisation de l'administration. Ceci avec pour objectif d'optimiser l'organisation, le fonctionnement et la gestion de cette administration. Aujourd'hui, la transformation numérique de l'administration ivoirienne permettra d'améliorer la qualité et l'efficacité des prestations. La phase pilote de vérification de la fonctionnalité de la plateforme e-démarche administrative s'étant avérée globalement satisfaisante, nous pouvons affirmer que les parties prenantes sont outillées pour la mise en exploitation des procédures conçues par souci de célérité et d'efficacité. Les procédures administratives opérationnelles au niveau de la DECO sont entre autres les demandes de relevé de notes et d'attestation à usage administratif. Ce projet permettra, selon les initiateurs, de gagner en temps. Et on parle aussi de digital au niveau de la sécurité routière. Et bien pour réduire le nombre d'accidents de la route, le gouvernement déploie la vidéo-verbalisation. Mais comment cela fonctionne-t-il au juste? Que retenir de cette stratégie de surveillance vidéo sur nos voies? Autant de questions évoquées au magazine du dimanche, au JT des 13h présenté par Herman Guivet. Il a reçu Ibrahima Kone, directeur général de Cupus Afrique, entreprise partenaire technique du ministère des Transports. Je vous propose un extrait de leur entretien. Vous avez des caméras radars qui sont dotées d'algorithmes d'intelligence artificielle qui donc sont paramétrés pour détecter un certain nombre d'incidents sur la route. Ces équipements flash, donc prennent des photos en continu, et lorsque une des photos ou une des vidéos correspond donc à cette codification, donc ça génère automatiquement
une capture de la plaque, de la photo de la plaque, qui est lue avec l'immatriculation donc qui est remontée. Cette information est envoyée au niveau d'un centre de gestion intégré de la mobilité où vous avez des agents de police assermentés, notamment ceux de la police spéciale de la sécurité routière, qui vont donc verbaliser cette infraction. Dans 5-10 minutes, l'infraction est constatée, remontée, et arrive le deuxième volet de la notification, donc qui relève de l'information que nous avons au niveau de la base de données et surtout des dispositions réglementaires qui nous demandent de notifier cette infraction dans un délai maximal de 15 jours. Vous avez le premier mode que nous privilégions, qui est le mode électronique, donc à travers les différents outils de mobile money. À compter de janvier 2022, vous aurez également la possibilité de payer à travers les différents canaux du Trésor public avec lesquels nous sommes en train donc de finaliser les intégrations. Le deuxième moyen, vous vous rendez dans un centre de gestion intégré. Vous en avez une trentaine sur le territoire national. À Abidjan, vous avez 7 centres de gestion intégrés, donc où vous avez la possibilité donc de payer à nos guichets. La paix est une quête permanente. La Fédération pour la paix universelle choisit San Pedro pour son 6e sommet régional de la paix. Paix, interdépendance et développement étaient au menu de ce sommet. La Fédération se prépare ainsi à organiser sur le sol ivoirien l'année prochaine seulement, en 2022, le sommet international de la paix. Sam Konan nous dit tout. Le sommet régional UPF de San Pedro a eu pour cadre la grande salle du Conseil régional. Occasion pour la Fédération pour la paix universelle de mettre à contribution les décideurs et toutes les couches sociales de la région à travers des panels sur le thème paix, interdépendance et développement. Tous les Ivoiriens le savent bien, San Pedro est le deuxième pôle économique. Et il est bien pour protéger l'économie de notre pays. Il est bien d'envoyer les corabiers, les policiers et tout ça. Mais il est encore plus bien de semer la graine de la paix dans l'esprit des populations. Et ça peut nous aider plus à implanter la paix. Ce district d'ailleurs est un district de paix. Parce que pour preuve, tous les événements qui se sont passés, surtout les derniers en date, que ce soit du côté du Bocré ou de la Nawa ou de San Pedro, on n'a pas eu du tout de dérapage ici. Ça veut dire que les dirigeants de ces 3 régions qui composent le district sont dans la paix. Et je crois que cette paix-là, nous devons la cultiver, nous devons l'enrichir. Au cours de ce 6e sommet régional, tous se sont engagés à œuvrer pour la consolidation de la paix à San Pedro et partout en Côte d'Ivoire. Une paix qui, selon Akassaï Lazare, chairman de l'UPF Côte d'Ivoire, a pour socle la famille. La famille étant l'école de l'amour et de la paix, on parle de la famille avec ces valeurs-là dans la société. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de la famille. Que le président nous aide à accueillir le prochain sommet international de paix en Côte d'Ivoire. Ceci va permettre à tous les grands mondiaux de paix de venir laisser aux Ivoiriens le message. Ceci a été fait à Dakar au Sénégal, en Afrique du Sud aussi. Donc nous voulons que la Côte d'Ivoire, qui est un pays profondément attaché à la paix, puisse également accueillir ce sommet qui fait tant de bien, n'est-ce pas, au pays qui l'accueille. Selon les organisateurs, ces sommets régionaux permettront de mobiliser les acteurs locaux pour une participation massive et constructive lors du sommet international de la paix qui va se tenir en 2022 en Côte d'Ivoire. Les leaders de jeunesse politique s'engagent aussi à promouvoir la paix dans notre pays pour booster le développement. Ils initient des journées de la paix. Plusieurs activités sont au programme, prières, sport et rencontres d'échange. Le panel s'est tenu dans la commune de Plateau et sous le thème « La paix, indispensable au développement ». Laure Goretti, Franck Wadio. Les leaders des jeunesses des partis politiques veulent apporter leur contribution à la conquête de la paix et au développement en Côte d'Ivoire. Ces journées de la paix sont un creuset idéal, 3 jours de travaux et activités dont un panel. Il s'agit de partager les expériences et s'inspirer
du modèle de développement d'autres pays en matière de préservation de la paix. Nous pensons que nous devons tourner le dos résolument aux différentes crises qui se sont passées dans notre pays et nous tourner vers de nouveaux horizons qui promettent que la Côte d'Ivoire soit en paix. Sous l'impulsion du président Aimé Henri Konan Bédié, la JPDCI a décidé de prendre part à ce panel pour apporter sa contribution pour que les jeunes de ce pays, eux aussi, prennent leur part dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire. Des jeunes issus de différents partis politiques, mais unis autour de la cause de la paix. C'est le signal que veut donner Touré Souleymane, initiateur de ces journées. Nous devons incarner de nouvelles valeurs. Et ces valeurs nous amèneront sûrement à véhiculer des messages, cultiver des valeurs de paix, de concorde, d'union, de fraternité. Et à chaque occasion où nous pourrons prendre la parole avec ces leaders, de demander aux Ivoiriens d'agir résolument dans chaque acte à consolider davantage la cohésion et la paix. Nous sommes en train de présenter des stratégies pour conduire la jeunesse. Quand je vois des Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays grand potentiel aussi. Prières, rencontres, mais aussi journées sportives, temps fort de ces moments de promotion de la paix durable en Côte d'Ivoire. Et dans cette atmosphère paisible, le ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable à la réactivation des activités du Parc national du Banco. L'objectif est clair, booster l'écotourisme et permettre aux populations de découvrir leur patrimoine. Evelyne Yoboué, Patricia Mouitia. La forêt du Banco, un atout à valoriser. C'est ici que le ministre du Tourisme et des Loisirs arrive ce jour pour un voyage forestier. Le ministère souhaite valoriser ce massif forestier par la mise en place d'un schéma d'accueil des publics, notamment à travers la pratique de la randonnée. Une animation particulière a régné dans les bois durant cette journée, avec un feu de camp, un barbecue et des prestations d'artistes. Une ambiance qui a réjoui les agents des eaux et forêts qui estiment que la pratique sur les sentiers forestiers est oubliée. Nous avons beaucoup d'animaux au sein du parc national du Banco. On a une famille de chimpanzés d'environ 30 individus. À côté des chimpanzés, vous avez plusieurs espèces de petits singes. On a beaucoup d'oiseaux. Au début, c'était un parc périurbain, mais avec le développement de la ville de ces dernières années, la ville est venue à la forêt. Aujourd'hui, la forêt se trouve en plein milieu d'Abidjan. C'est un plaisir pour nous. Le tourisme forestier est un levier de valorisation. Le ministère a donc sa carte à jouer. Nous avons jugé utile d'avoir réhabilité des constructions qui ont été réalisées pour développer l'écotourisme, à savoir les abris, les bancs, les restaurants. Mais nous allons aller au-delà. Nous faisons en sorte de construire des tentes ainsi que des jeux de loisirs et des parcours sportifs pour bien des acteurs. Contrairement à l'idée reçue, il faut bien qu'on fasse tomber les masques et qu'une bonne fois les Ivoiriens comprennent que c'est un des endroits les plus sûrs d'Abidjan. Et je lance un appel à tous les Abidjanais, à tous les Ivoiriens de s'approprier le parc. Ce plan de valorisation du parc national du Banco, en partenariat avec l'OIPR, va se poursuivre durant toute l'année. Le parc national du Banco couvre aujourd'hui une superficie de 3474 hectares. La Côte d'Ivoire est solidaire de l'Afrique du Sud qui vient de perdre l'un de ses illustres fils. Le président de la République, Alassane Ouattara, justement a adressé un télégramme officiel à son Excellence M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Le télégramme est ainsi libellé. Monsieur le Président et cher frère, c'est avec consternation et tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu ce dimanche 26 décembre 2021 à l'âge de 90 ans de l'ancien archevêque
anglicane Desmond Tutu, une figure de proue de la lutte contre l'apartheid en vue de l'avènement d'une Afrique du Sud libre, une multiraciale et respectueuse des droits de l'homme. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Afrique du Sud, notre profonde compassion et notre solidarité. Je salue la mémoire de cet homme de conviction, compagnon de Nelson Mandela, qui s'est personnellement impliqué dans les activités de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en Côte d'Ivoire et dont les initiatives en faveur de la réconciliation des filles et fils de son pays, ainsi que l'engagement pour la défense des droits de l'homme lui ont valu le prix Nobel de la paix. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances et l'expression de toute ma sympathie, très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, l'Afrique du Sud est en deuil. La nation arc-en-ciel a perdu une icône de la lutte contre l'apartheid. Il s'agit de Desmond Tutu qui a tiré sa révérence aujourd'hui même. Il était âgé de 90 ans. L'archevêque, prix Nobel de la paix, va donc manquer cruellement à la nation arc-en-ciel. Une expression qu'il avait inventée. Il manquera pour toujours à l'Afrique. Sidonie Davila. Desmond Tutu est l'un des militants des droits de l'homme les plus connus en Afrique du Sud. Né en 1931 à Cleethorpes, en Afrique du Sud, il fut d'abord enseignant au Royaume-Uni et au Lesotho, puis s'établit à Johannesburg en 1975, avant d'être nommé archevêque, le premier noir du Cap et chef de la communauté anglicane de son pays. Critique virulent de l'apartheid, ses conférences et ses écrits firent de lui la voix des Sud-Africains noirs sans voix. Desmond Tutu a acquis sa notoriété aux pires heures du régime raciste de l'apartheid. Alors prêtre, il organise des marches pacifiques contre la ségrégation et plaide pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria. Seule sa robe lui épargnera la prison. Son combat non violent est couronné du prix Nobel de la paix en 1984. À l'avènement de la démocratie, 10 ans plus tard, celui qui a donné à l'Afrique du Sud le surnom de nation arc-en-ciel préside la commission Vérité et Réconciliation, qui selon lui doit permettre au pays de tourner la page de la haine raciale. Œuvrant pour les droits de l'homme, l'icône de la lutte anti-apartheid disait que son objectif était la construction d'une société juste et démocratique sans division raciale. Jusqu'à son dernier souffle, le prix Nobel de la paix s'est imposé avec son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Depuis plusieurs mois, Vihart, un de ses surnoms, était affaibli et ne parlait plus en public. Marié depuis 1955 et père de 4 enfants, l'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu a quitté le monde des vivants ce dimanche à 90 ans, au terme d'une vie de combat, d'abord contre l'apartheid, puis pour la réconciliation de son pays et la défense des droits de l'homme. Adieu Desmond Tutu, cet homme de Dieu part au moment où l'on célèbre la fête de Noël. Et justement, le temps de Noël est un moment de communion, de partage. Les chrétiens de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire à Azurity, dans la commune de Grand-Bassam, ont choisi cette période de festivité pour organiser un culte d'action de grâce à Dieu ce dimanche 26 décembre, lendemain du jour de célébration de Noël. Et ce culte a eu lieu en présence des autorités administratives et coutumières. Théodore Zouzou, Franco Diop, le reportage. L'école primaire publique d'Azurity, transformée pour l'occasion en un lieu de culte. Les fidèles de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire du village rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits. L'un des leurs, un fils du village, est consacré pasteur. Il va désormais prêcher la bonne nouvelle et amener des âmes à la conversion. Lorsque Dieu intervient dans la vie d'un homme, c'est une grâce. C'est même une grâce de servir le Seigneur. Nous sommes venus ensemble rendre grâce au Seigneur pour cela. Des cantiques et prières en faveur des autorités du pays
et des louanges pour marquer leur reconnaissance à Dieu, puis le témoignage du consacré, le révérend Isaac, qui a invité le peuple à se faire former, quelle que soit l'activité, et l'exercer avec amour. Il a aussi reçu des présents de chrétiens venus des districts d'Abidjan, Sud, de Jacquesville, de Bassam et de bien d'autres localités. Nous sommes tous frères, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme. Nous essayons de nous retrouver pour annoncer le Christ. Il y a près de 20 ans que j'ai exercé en tant que journaliste dans l'Église méthodiste unie, Côte d'Ivoire et dans le monde. Et aujourd'hui, Dieu ajoute à ce ministère de journaliste le ministère de pasteur qui me dit d'aller encore au-delà de ce qui est attendu. Cette démonstration de l'attachement de ses fidèles à Dieu et de la solidarité mettant en avant la cohésion sociale à l'adhésion du maire de la commune de Port-Boué, mais aussi du parrain. Lorsque le Père Céleste choisit un des nôtres pour en faire son ministre, c'est un honneur pour toute la région. Donc il était bon de venir aussi ici pour marquer de notre présence cette cérémonie. Le ministère d'un pasteur, c'est d'annoncer la paix et la réconciliation. Donc pour nous, c'est heureux qu'un de nos fils soit aujourd'hui un élu de Dieu. C'est un ministère particulier qui confère à celui qui porte la responsabilité de pouvoir dire la vérité et pour prôner toujours la paix. Le village d'Azuriti est à son second serviteur de Dieu après un premier devenu prêtre catholique. Le Maouloud a été célébré officiellement le 18 octobre dernier dans notre pays, mais c'est ce vendredi 24 décembre que les musulmans de Dienfé, commune de Sifié, dans le département de Séguéla, ont sacrifié à la tradition une célébration à la veille de Noël. On pourrait dire belle coïncidence. Les chrétiens et les musulmans ont prié tous pour la paix dans notre pays. Léon Pro. Méditation et lecture coranique rythmée d'hommage à Mahomet et les prophètes des autres religions à la mosquée de Dienfé, commune de Sifié, département de Séguéla. Ce 24 décembre, les musulmans de ce village célèbrent le Maouloud, l'anniversaire de naissance du prophète Mahomet. Une coïncidence avec la nativité, source d'abondance de grâce et de bénédiction selon les musulmans. Avant le départ de Jésus, il a annoncé qu'il y a un autre prophète qui va arriver, qui s'appellera Mohamed. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a suivi Inza, qui est Jésus. Maouloud à Dienfé, en présence des cadres dont le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, aussi marqué par des prières pour le chef de l'État et son gouvernement, mais surtout des prières pour le renforcement du vivre ensemble et le maintien de la paix pour le développement de Dienfé. Cette célébration consacre que l'islam, c'est une religion de paix, une religion de fraternité. Et donc, nous profitons de cette célébration pour que tous les cadres de Dienfé, tous les fils de Dienfé, toutes les filles de Dienfé se retrouvent pour parler de projets de développement. Le 18 octobre marque la commémoration officielle en Côte d'Ivoire du Maouloud, ou anniversaire de naissance de Mahomet, prophète de l'islam. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger de la semaine dans le 7 sur 7. Le point de l'actualité internationale est signé ce soir, Sidonie Davila. Un navire s'est abîmé lundi en mer au nord-est de l'île de Madagascar avec à son bord 130 passagers. Bilan, 64 morts, 15 personnes sont encore portées disparues. La marine marocaine a intercepté mardi plus de 350 migrants, en majorité originaires d'Afrique subsaharienne au large des côtes du Maroc. Parmi ces migrants à bord d'embarcations de fortune figuraient 23 femmes et 9 mineurs. En exil au Burkina Faso depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime fin 2009, l'ex-chef de l'État guinéen, Moussa Dadis Camara, est arrivé mercredi à Conakry en provenance de Dakar. Ce, après 11 ans d'exil.
Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion de plusieurs roquettes tirées par des djihadistes présumés dans le nord-est du Nigeria. Les faits se déroulent le jour de la visite du président nigérian Muhammadu Buhari, arrivé aux environs de 12 heures sur place. Le Conseil national de transition a voté en faveur des 2 projets de loi prévoyant l'amnistie générale pour les rebelles et opposants tchadiens. Après l'adoption des 2 tests, ce sont 296 personnes qui ont été acquittées. C'est le plus grand et le plus puissant télescope jamais fabriqué. Le télescope spatial James Webb de la NASA a été lancé samedi depuis Kourou en Guyane française. D'un coût de 7,9 milliards d'euros, ce télescope infrarouge révolutionnaire devrait permettre de mieux comprendre l'origine de notre système solaire, les exoplanètes ou encore les trous noirs. Celui qui fut une véritable icône de la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu s'est éteint à l'âge de 90 ans ce dimanche. L'ancien prix Nobel de la paix en 1984 restera dans les mémoires pour ses engagements. La Côte d'Ivoire est solidaire de l'Afrique du Sud dans ce deuil. Je rappelle le télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son Excellence M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation et tristesse que j'ai appris la triste nouvelle du décès survenu ce dimanche 26 décembre 2021 à l'âge de 90 ans de l'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, une figure de proue de la lutte contre l'apartheid en vue de l'avènement d'une Afrique du Sud libre, unie, multiraciale et respectueuse des droits de l'homme. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Afrique du Sud, notre profonde compassion et notre solidarité. Je salue la mémoire de cet homme de conviction, compagnon de Nelson Mandela, qui s'est personnellement impliqué dans les activités de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation CDVR en Côte d'Ivoire et dont les initiatives en faveur de la réconciliation des filles et fils de son pays ainsi que l'engagement pour la défense des droits de l'homme lui ont valu le prix Nobel de la paix. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances et l'expression de toute ma sympathie, très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi va la vie. À demain. Vous retrouvez Fatou Fofana demain 20h. Très belle soirée sur TI1. Prenez soin de vous.